fatidique, il faudrait peut-être agrandir la librairie. Je voudrais aussi remercier l'association des Amis de la librairie Sillage, qui nous a aidés à monter cette soirée. Je voulais aussi vous présenter Sarah. Approche-toi, Sarah. Alors, Sarah est aussi une amie de la librairie, elle est fleumeroise. Et elle, je vais vous donner sa... Ah non, c'est ma chaise. On va trouver une chaise pour Sarah. Sarah. Sarah est fleumeroise et elle a vécu en Amérique du Sud depuis pas mal d'années. Elle a fait une partie de ses études à Mexico et elle est rentrée à l'Alliance française, à La Paz. Elle a travaillé 2 ans donc, à l'Alliance française. Et puis maintenant, elle est sur Paris. Ne partez pas trop tôt parce que comme toujours, on trinque à la santé de l'auteur qui est présent après. Voilà. Dernière chose à vous dire, mercredi prochain, on reçoit VDH, donc Jean-Luc Van Den Med, alors rien à voir, hein, on n'est plus dans le polar du tout, mais dans le milieu maritime. On est ravis parce que c'est quelqu'un que moi personnellement que j'admire assez, ça critique. Et puis il vient en plus le jour de la sortie du bouquin, donc on est un peu content. Il y aura beaucoup de monde. Donc mercredi, entre 17 et 19 heures. Pour comprendre le roman, enfin les ficelles du roman, il est important quand même de connaître un minimum ce pays qui vit une tragédie depuis, qui va nous le rappeler, 50, 70 ans carrément. Sans doute, tu le dis dans le roman, la plus longue... vieille guerre civile. Voilà, la guerre civile, la plus longue guerre civile de tous les temps. Donc voilà, on te donne la parole pour peut-être parler de ce pays un peu avant. Alors je peux en parler pendant 1 heure, donc j'ai essayé de faire court. Donc j'ai passé l'histoire de Christophe Colomb, là. Donc, la Colombie vient de Christophe Colomb, hein, qui est donc le premier pays qui a été conquistadoré. Donc évidemment ils ont tué tout le monde, quand il n'y avait plus d'Indiens ils ont fait venir les Noirs parce qu'ils avaient toujours besoin d'esclaves. Enfin, bon. Ça a été un massacre total. La République 1810, quand le continent se libère, normalement c'est la démocratie, enfin pas la démocratie, mais enfin c'est la République. Et là il y avait 2 partis conservateurs et libéraux, et plutôt d'être adversaires politiques, ils étaient ennemis. Donc l'ennemi tu le tues. Donc c'est un sanglant jusqu'en 1948, donc un siècle et demi quand même. Et en 1948, il y a un avocat qui s'appelait Gaétane, en fait, qui était lui plutôt libéral. Il s'est mis un peu au-dessus des partis et il s'est dit on va peut-être arrêter de se massacrer les uns les autres entre libéraux et conservateurs. Et donc le peuple était pour lui. Il allait gagner les élections. Et évidemment, il a été assassiné, hein, parce que c'est plus simple comme ça. Et là, c'est le début d'une période qui s'appelle la violencia, comme si c'était pas assez violent avant. Alors, parce que nous, on connaît Escobar, les FARC, etc., qui est déjà hyper violent. Mais entre les deux, il y a eu cette période de la violencia. Et pour aller vite, les conservateurs ont plutôt pris le dessus. Et ils ont pourchassé les libéraux. Surtout dans les libéraux, il y avait aussi parce que le siècle bougeant, il y avait aussi des communistes, il y avait aussi des gens de gauche, comme ça, qui étaient vraiment encore plus la cible de ces gens-là. Et pendant 10 ans, en fait, ils ont pourchassé. Alors, vous vous souvenez du Rwanda, avec le massacre, avec les machettes et tout. Et en Colombie, il y a un truc en plus. Ils ont fait comme le Rwanda, mais en ridiculisant les cadavres. Et donc ils ont inventé des coupes pour effrayer encore plus les gens. Donc évidemment je m'en sers dans mon livre parce que tu découvres ça, tu es là, ah ouais. Donc c'est alors le premier crime, je spoilie rien, c'est le début, hein, c'est page 5 en gros. On retrouve un cadavre, alors vous savez dans les polars souvent, il y a un cadavre atrocement mutilé. Bon, ça fait un peu des esbroufs, etc. quoi. Alors moi, s'il est atrocement mutilé, c'est parce que c'est l'histoire de la violencia, en fait. Hein, ça rappelle la violencia. Donc, alors le premier cadavre, il y a plusieurs coupes comme ça, vous allez découvrir. Je ne vais pas vous les spoiler les autres, hein, mais c'est juste la première. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait les bras, il coupait les jambes, il vidait les entrailles du corps, et puis il réenfonçait les bras dans le corps. Donc ça, le bras, il était enfoncé, il ne sortait plus que ça. Et pareil pour les jambes. Donc il ne restait plus que les petits pieds qui dépassaient comme ça. Donc quand vous retrouvez un gros proche dans un état pareil, c'est même plus glaçant, c'est l'horreur en fait, quoi. C'est pour ça que la population colombienne est impactée par des trucs comme ça,
Et jusqu'aux années 60, ça durait de 48 à 58, 60, en fait, les gens étaient poursuivis, donc ils allaient se cacher dans les forêts. Et puis les paysans qui étaient susceptibles de les avoir vus ou les avoir aidés, ou même donner à manger, eux aussi on les zigouillait. Et du coup, les paysans ils ont fui aussi dans les forêts, quoi. Puis au bout d'un moment ils sont retrouvés par 10, 20, 100, 300, 400, 500, puis au bout d'un moment ils se sont dit, bon peut-être qu'on va essayer de se fédérer. Ils ont créé les FARC. Fin 70, la coca est arrivée. Et le gouvernement n'a pas fait grand-chose, en fait, pour les audios sont fous, c'est dans les forêts, etc. quoi. Et puis bon, comme ils sont, Escobar, du coup, là, il s'est fait son business. Bon, tellement d'argent qu'il ne le comptait plus, tellement il le pesait. Ils avaient 1 tonne de dollars, quoi. Donc, c'est des sommes astronomiques, c'est pour ça Escobar a proposé de payer la dette extérieure du pays. Et malheureusement, les FARC se sont rendus compte assez vite que pour faire la guerre, le trafic de drogue, c'était comme pratique. Au début, ils faisaient juste une taxe, en fait, du trafic de drogue. Ils prenaient 5%, 10%, enfin, ouais, comme une taxe de passage, en fait, quoi. Et au moins, ils se sont dit, mais en fait, c'est plus simple de la produire nous-mêmes, puisque les paysans, ils sont là, ils la transforment ici. Et donc, du coup, ils sont devenus narcotrafiquants, eux aussi, financer la guerre. Et l'État, comprend bien, à ce moment-là, s'est dit, ils ont quand même un peu trop d'armes aussi, donc du coup, on va leur faire la guerre, plutôt avec les États-Unis. On va refourguer leurs vieux avions, etc. Mais aussi, pour éradiquer les plants de coca, qui avaient une centaine de milliers d'hectares, ils ont dit, tiens, on va mettre du Roundup. Donc en fait, ils ont balancé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de... Alors c'est Monsanto, toujours, c'est ces gens adorables. Déjà, le Roundup en soi, celui-là, en tout cas, il tuait les plantes, mais aussi les animaux qui étaient dessous, et puis aussi les humains. Parce que tellement il était pourri. Alors, surtout les enfants. Les enfants, eux, ils y passaient, et les autres, ils avaient juste des petits cancers en passant. Alors, il y a plein de récits horribles, vraiment horribles. Alors, vous allez vous en coltiner 1 ou 2 quand même dans le livre, parce que c'est l'histoire de la Colombie, en fait. Donc en 2016... Santos, le président Santos, en fait, elle a décidé de faire la guerre, de faire la paix, pardon. D'où le titre de mon livre, qui est un peu ironique, vu le carnage. Et donc les FARC, ils ont quitté les forêts, les zones, et le deal, c'était que tous les paysans qui ont été chassés depuis des dizaines et dizaines d'années reviennent, fassent du bio, entre guillemets, en tout cas, développent, en tout cas, parce que eux, bizarrement, les FARC, c'était quand même des narcotrafiquants aussi, mais par la force des choses, ils protégeaient l'écosystème, puisqu'ils étaient là. En fait, on pouvait pas, les grandes compagnies multinationales ne pouvaient pas venir, en fait. Et donc, quand ils sont partis, le deal, c'était donc que les paysans spoilés reviennent, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tous les narcotrafiquants, tous les propriétaires terriens, qui sont souvent d'anciens narcos, se disent, mais pourquoi on va pas laisser des paysans de merde, c'est comme ça qu'ils parlent, cultiver la terre, alors que nous, on peut faire du business avec tout ça, en fait. Donc ce qui se passe en ce moment, alors ça j'avais pas, le livre était fini parce que ça arrive en ce moment, là ils sont en train, donc les paysans qui reviennent sur les terres, ils sont en train de se faire massacrer. Rebelote, quoi. Donc du coup, une partie des FARC, là, a déclaré il y a 1 mois et demi maintenant, qu'ils allaient reprendre les armes, donc ils reprennent les armes. Ils se sont accoquinés à l'ELN qui, eux, n'avaient pas déposé les armes, qui est encore un groupuscule encore plus marxiste, on va dire. Et donc, ils sont en train de... ça continue. En fait. La géographie, c'est un pays qui est magnifique, vraiment magnifique. Très divers, en fait, très tropical, mais la cordillère est toujours là, en fait. Donc, il y a des paysages, c'est unique au monde, parce qu'il y a des paysages qui sont à 2000 mètres, et il y a des palmiers, il y a de la végétation qui n'existe que en Colombie. Donc c'est un pays qui est magnifique, je tiens à préciser quand même, parce que j'ai raconté que des horreurs, donc on dit bien, j'ai pas envie d'y aller et tout. Moi j'avais jamais mis les pieds en Colombie. Tous les gens que j'avais rencontrés en Amérique du Sud m'ont dit, les gens les plus sympas d'Amérique du Sud, c'est les Colombiens. Donc c'était un petit truc, c'était dans ma tête. Et de fait, ils sont absolument adorables. Mais comme souvent, quand les gens souffrent, ils font pas la gueule. Première fois, j'avais pas de contacts locaux. Et j'ai contacté des journalistes de l'AFP. Et donc je suis resté plutôt à Bogota et à Carthagène. Bon, c'est pas très loin, c'était un premier voyage de 3 semaines, donc c'était un peu en repérage. Et j'ai vu tout de suite l'ambiance. C'est-à-dire que Bogota, c'est une ville assez dure. Elle est très haut elle est vraiment isolée, elle est très haute dans la cordillère, ça fait plus de 2000 mètres, je crois.
C'est vraiment dans un truc encaissé, elle est prise de la montagne, quand il est souvent un peu froid, avec des brumes et tout, donc c'est une ambiance un peu comme ça. Et c'est une ville qui est séparée en deux, et qui résume à elle seule vraiment l'histoire de la Colombie, c'est-à-dire que au départ, les Espagnols sont arrivés, ils ont fait des bâtiments séculaires qui sont aujourd'hui l'Élysée locale, et puis le palais de justice, enfin, tous les vieux bâtiments sont ensemble. Et puis, tout au nord de Bogota, se sont mis les riches, en fait, et plus on va dans le nord, plus c'est riche, plus c'est sécurisé. Et il y a une limite, c'est une limite qui est pas, il n'y a pas une frontière, mais c'est une limite comme ça, en fait, tout le monde le sait, en fait. Et plus tu vas au sud, enfin, tout ce qu'il y a au sud, c'est tous les réfugiés de 70 ans de guerre civile qui sont venus là. Mais par contre, il n'y avait pas de Croix-Rouge pour les accueillir, hein. Il n'y avait pas d'eau, d'électricité, enfin, ils se sont débrouillés eux-mêmes. Donc, c'est des quartiers qui sont un peu de briques et de broc. Et quand on a visité ce centre-ville, donc il y a l'Élysée locale, on fait 300 mètres, 400 mètres. Et il y avait une grande avenue. Et j'étais avec mes potes là, il y en avait deux copines. Et je me dis, ah non, enfin c'était pas une grande avenue, c'était une rue, une assez grande rue en fait. Et je me suis dit, on va pas traverser la rue. C'était pourri de l'autre côté, mais des endroits pourris, il y en a plein quoi. Mais là, je sais pas, il y avait une ambiance, un truc, et je dis, ah non, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai pas eu envie de traverser une rue quoi. Je dis, non, on va revenir de l'autre côté en fait. Et je raconte ça à la journaliste de l'AFP que j'ai envoyé le lendemain. Elle me dit, mais t'as bien fait, c'est pas ce qu'il y avait en face. Je dis, ah non. Elle me dit, mais c'est le Bronx. Je dis, mais ok, mais c'est quoi le Bronx en fait? Alors, Bronx, hein, c'est le surnom qu'on a donné au quartier en fait. Elle me dit, bah, l'année dernière, en fait, il y avait tellement de disparitions dans cette zone du Bronx qu'en fait, il y a une descente de police. Alors, de l'armée. Alors, dans mon livre, ils sont 150, mais en réalité, c'était 2000. Ils ont découvert qu'il y avait. Dans cette zone, c'était un triangle des Bermudes où les gens disparaissaient. En fait. Ils ont trouvé plus de 1000 esclaves, ils ont trouvé des chambres de torture avec du sang absolument partout, avec des membres découpés, des cœurs dans la glace, des trafics d'organes, etc. Donc des gens comme ça, donc, là, des gamines prostituées de 11 ans, tout ça forcé évidemment, quoi. Une chambre d'horreur, enfin un lieu d'horreur en fait. Donc j'y suis pas allé, j'ai bien fait. Isolée durant des siècles sur les hauts plateaux de la cordillère, Bogota, lors de son essor lié à l'industrialisation et l'exode rural, s'était étendue bien au-delà des couvents et des bâtiments séculaires des conquistadors du vieux centre historique. Duque n'avait jamais mis les pieds dans le centre-ville avant l'âge de 16 ans. Il avait grandi à Villahermosa y Popular, un quartier périphérique aussi moche que les autres, où la violence endémique laissait peu de choix à des gosses comme lui. Béatrice, sa mère, comptait parmi les 23 000 prostituées de la capitale. Comme 80% d'entre elles, Béatrice avait dû fuir sa Provence éloignée avec ses enfants pour échapper au conflit. Comme 2 prostituées sur 3. Béatrice avait souffert de violences physiques ou sexuelles. Comme une prostituée sur 5, Béatrice avait subi des abus de la part des policiers. Comme toutes, Béatrice aurait bien voulu quitter le réseau de prostitution, mais elle ne pouvait pas, faute de moyens de survie. Une existence de déracinée comme celle de millions d'autres laissés pour compte avant elle. Dans la baraque qui suintait la poisse de Villahermosa y Popular, Duque était le gosse numéro 3, coincé entre 2 sœurs et 2 frères, qui n'avaient jamais connu leur père. Duque avait grandi avec la fratrie. Sa grande sœur Pauline servait d'épouvantail pour relayer leur mère à la maison. Les frères s'en foutaient déjà, graines de racailles fuyant l'école publique bien pourrie, où Duque persistait à étudier sous les encouragements de Pauline, jusqu'à ce qu'elle se fasse violer par des types de la bande qui venaient d'enrôler ses frangins. C'est lui qui, à 16 ans, avait ramassé sa sœur comme une poupée sur le bord de la route, avec sa robe crottée et déchirée, le sang lui coulant entre les cuisses. Duque avait quitté la maison de Villahermosa y Popular sans dire au revoir à personne, à peine bonjour à sa mère quand elle avait trouvé sa fille toute cassée sur son matelas. Duque avait vécu dans les rues off de Bogota, fait le coup de poing du haut de son 1,90 m,
appris à survivre aux menaces, négocier son trou avec les délinquants croisés sur son chemin, monnayer des infos aux flics pour continuer à suivre les cours du lycée public, vécu dans des squats miteux où régnaient les plus féroces, réussi un premier examen en Forbes 7, puis un second pour entrer à l'école de police qu'il avait vu ressortir 3 ans plus tard avec un uniforme, un grade de sous-officier et un avenir. C'est un livre sur la famille, en fait, hein, au-delà du... Parce que là, on va parler beaucoup de Colombie, en fait. En lisant, c'est la famille qui passe devant, en fait. Hein. En fait, j'avais vu un article il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, et il y avait c'était un petit article de rien du tout, en fait, et c'était l'histoire d'une guerre fratricide entre 2 frères, un qui avait rejoint les FARC et l'autre qui était paramilitaire. Et je m'étais dit, ah bah tiens, ça c'est, si un jour je fais un bouquin en Colombie, c'est un bon point de départ parce que ils sont vraiment à l'opposé. Ça va permettre de parler de tout ce qu'il y a entre les deux, en fait, c'est-à-dire tout le pays. En fait, les 3/4 des petites histoires pourries comme ça, comme vous venez d'entendre, elles sont vraies, souvent. Enfin, c'est des témoignages que j'ai lus, ou j'ai vus, enfin, on m'a parlé, enfin, du coup ça donne cher un peu au livre et aux personnages. Donc j'ai écrit pendant 2 ans et après je suis revenu et là je suis resté plutôt 5 semaines. Est-ce que ça vous aide dans l'écriture? Vous avez besoin d'une immersion comme ça dans le pays? Ah bah ouais, mais j'aime voyager aussi. Hein. Parce qu'on fait quand même pas mal la bringue, hein, je tiens à dire. Hein. J'y vais pas toujours avec mon carnet en disant ah oui, alors là je crois que j'ai vu un truc. On part à 5, 6, 7 et puis on se balade et tout, on boit des coups, on rencontre des gens, on va voir des petites tortues, des baleines, enfin on fait des trucs sympas quoi. On va quand même dans les endroits les plus chouettes. Enfin, moi, je commence à potasser le pays, et je me dis, bah, tiens, on va aller là, on va aller là, on va aller là. De toute façon, on va forcément trouver matière à... On part pas en voyage organisé, quoi. On sera en voyage désorganisé. Entre nous, quoi. Quand vous dites « on », c'est qui les autres? Mais c'est mes vieux copains bretons. D'accord. Ouais, parce que quand on voyage, en fait, le plus important, c'est pas où on va, c'est avec qui on va. Hein. Vous savez, hein, il suffit qu'il y ait un ou une personne qui pourrit le voyage parce qu'il se plaint, il est jamais content, il n'aime pas les gens, c'est pas comme en France et tout. Ah, bah, tout le monde connaît des gens comme ça. Hein. Mais bon, eux, il faut les laisser être frigois, là, ils seront bien avec un camembert. Temps. Et donc, moi c'est les Bretons, on est un peu fidèles quand même, quoi. Donc on se connaît depuis le bistrot de Rennes, ado, donc on se connaît absolument par cœur, on a fait plein de voyages ensemble, alors ça tourne l'équipe, hein, parce que j'ai beaucoup de potes. Et donc du coup, eux, je les mets à contribution aussi, mes potes, j'ai dit, bon, voilà, on part dans X temps, X semaines dans X pays. Bah, moi je fais mon boulot, enfin, je prépare mes rencontres, les gens qu'on rencontre, mais eux aussi. T'es musicien, tu vas me trouver des musiciens locaux. C'est ton job. Et en fait, bah, tu trouves. Hein. Si tu es syndicaliste, tu vas trouver un syndicaliste. C'est sûr. Parce que tout est lié. Enfin, tu as 3 mois pour trouver une personne qui est liée à ton métier. Et c'est sûr. Et tout le monde connaît un copain qui connaît un copain. Et puis, ce qui est marrant, en fait, c'est que autant les gens ils sont assez méfiants avec les journalistes. Il dirait ce qu'il va raconter, ça va être dans le journal, on va avoir une photo, ils extrapolent un peu quoi. Un écrivain, personne ne se méfie. Et moi on me raconte tout. Et, des fois il y a des trucs qui me disent ah je l'ai pas dit, jamais dit à mon mari. Quand tu vas dans un pays, il faut juste imaginer, renverser les choses, il y a un écrivain colombien qui arrive à Plumeur et qui dit ah bonjour, hola, qu'est-ce que et il va parler un petit peu, hein. Il va parler pas très bien français, mais il va parler. Moi, je parle pas très bien espagnol, mais je me fais comprendre quand même. Il va dire j'ai envie d'écrire un bouquin qui se passe à Plumeur. Est-ce que tu peux m'aider? Vous allez dire oui, évidemment. Vous n'allez pas l'envoyer chier, le mec. Hein, et si vous posez des questions, ah, mais montre-moi un truc qui n'est pas connu à Plumeur. Vous allez trouver un truc. C'est sympathique comme approche, et les gens sont ravis de parler de leur pays, et puis très vite de leurs soucis. Vous avez lu sur le sujet, sur la Colombie ou... Ah ouais, mais parce que pendant 6 mois avant de partir le premier voyage, je connais. Enfin, pendant 6 mois de doc, ouais. Donc j'ai lu plein de 1000 trucs, en fait, donc je connais bien. Enfin, pareil, quand vous passez 6 mois, pas tout le temps, hein, mais 2 heures par jour à lire un truc sur un pays, vraiment vous ingurgitez des infos. Puis quand je note des trucs, tout ce qui me surprend, par exemple l'histoire de la Violencia que je connaissais pas, la naissance des FARC, je connaissais pas.
Évidemment, j'ai des annotations partout, et là, mon livre, il commence, hein, déjà. Après, des fois, je prends des petites notes, mais en fait, j'ai toujours un carnet, mais je le remplis très peu, en fait, et puis quand je le remplis, j'oublie de le regarder. Bon, on arrive. Je sais pour l'anecdote. Est-ce qu'il y avait le pote de Norilsk? Non, la bête est interdite d'Amérique du Sud. La bête est interdite d'Amérique du Sud pour manque d'empathie pour les peuples autochtones. Et il était puni. Il était puni. Là, il était puni. Qui c'est qui faisait le service d'ordre alors? Ah bah là, vu les odos, en fait, il n'y a pas de service d'ordre, tu t'enfuis. Enfin, tu changes de crèmerie, en fait, quoi. Mais les gens en ont marre. Ils en ont trop marre. Enfin, tous les coloniens que j'ai rencontrés, ils en ont marre de la violence. Ils en ont marre, quoi. Ils sont les premières victimes, c'est eux, en fait. Vraiment, quoi. Et d'ailleurs, c'est là, ils sont, bon, ils essaient d'amener le tourisme en Colombie. Ils ont raison parce que leur pays est très beau. Bon, au niveau infrastructure, il y a encore du boulot, hein, mais en tout cas, il y a plein de choses à voir, plein de choses magnifiques, plein de choses hyper étonnantes à voir. Et dans les quartiers de Medellín, par exemple, ils disent mais venez nous voir parce que s'il y a du tourisme, il y a de la sécurité. Mais en fait, ce que tu viens de dire, moi je l'ai ressenti quand j'étais là-bas, c'est-à-dire que les Colombiens eux-mêmes me disaient que depuis que le pays s'ouvrait au tourisme, globalement, il y avait beaucoup de régions qui s'étaient pacifiées et qui sentaient eux-mêmes que l'État mettait les moyens pour garantir en fait une paix certaine dans les zones touristiques et que globalement, c'est vrai que moi, j'ai pas ressenti à un seul moment de l'insécurité en Colombie. T'as l'impression de revenir. Il y a un côté un peu charmant, en fait, quoi. T'as des vieilles églises, des vieux trucs. C'est muy typico, quoi. Et du coup, les gens, ils sont encore curieux. Enfin, des fois, ils posent des questions et tout. Ah ouais, t'es américain, j'ai vu français. Ah, c'est le premier français que je vois. Qu'est-ce que tu fais? J'ai écrivain. Ah, t'es le premier écrivain que je vois de ma vie. Mi amor, tu sais, mi amor, là. T'appelles mon amour, hein, comme ça. Mi amor. Diana Duzan connaissait l'histoire de son pays. Ça la rendait malade. Jusqu'à la révolution bolivarienne, l'économie reposait sur un petit colonna agraire issu des franges les plus basses de la créolité, métis, esclaves affranchis, voire indiens. Dès lors, libérés de la couronne espagnole, deux clans allaient se déchirer. Les libéraux, dont l'idéologie du progrès masquait à peine la cupidité, avec l'agrandissement des haciendas et la disparition des terres collectives, et les conservateurs qui, par phobie des descendants africains et autochtones, convoitaient ces mêmes terres avec l'appui de l'Église et souvent de l'armée. Prise entre les reliefs du géant andin et la forêt amazonienne, la Colombie souffrait d'un handicap géographique tout en regorgeant de ressources naturelles et minières. Sous-développement, manque d'infrastructures. Depuis Medellín, il était plus rapide d'acheminer du café à Londres qu'à Bogota. Chaque province restait sans connexion avec la capitale, perdue dans la cordillère. L'absence de centre politique décisionnaire menaçant le pays de désintégration, la guerre des 1000 jours avait marqué le premier affrontement entre les deux parties au tournant du siècle. 100 000 morts plus tard, l'État se trouva si affaibli qu'il dut brader le canal du Panama aux États-Unis. Conservateurs et libéraux avaient des modes d'appartenance quasi tribaux qui transcendaient jusqu'au rapport de classe. Chacun s'affichait farouchement d'un bord ou de l'autre, quitte à ce qu'un paysan s'allie à un propriétaire terrien contre son voisin métayer. L'autre n'était pas considéré comme un adversaire politique, mais comme un ennemi. Dans les villages, des familles se croisaient sans jamais se mélanger, ni fête, ni alliance matrimoniale. Le moindre contentieux débouchait sur un conflit explosif qui dégénérait en véritable guerre d'extermination, chaque clan en profitant pour voler les terres de l'autre. L'assassinat de Gaitán, le favori à l'élection présidentielle de 1950, avait fini de mettre le feu aux poudres. Avocat, populiste façon Mussolini de la première heure, Jorge Eliezer Gaitán
bousculait les conventions bipolaires des partis. Incarnation des aspirations ouvrières et paysannes, il défendait les Indiens et les Afro-Colombiens, adressait des diatribes radiodiffusées à l'oligarchie, y compris celle du parti libéral dont il était issu, menaçant directement les classes dominantes. Son assassinat à Bogota, jamais élucidé, mit la capitale à feu et à sang, des milliers de morts, prélude d'une guerre civile qui durait 10 ans, la violencia. L'Église appelant au crime de masse, les conservateurs lancèrent une véritable chasse à l'homme libéral et communiste, contre-révolution qui vira vite au carnage. 400 000 morts, des gens découpés comme de la viande, des enfants jetés vivants dans les chaudières, une terreur rouge sang qui irrigua alors les veines de la Colombie. Les fugitifs qui se cachaient dans la forêt n'étaient qu'une poignée au départ, mais la répression contre les paysans accusés de les aider s'avéra si féroce que les rangs des irréductibles gonflèrent inexorablement jusqu'à fonder les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Le début d'une guérilla qui dura un demi-siècle. Diana est inspirée d'un personnage réel ou... Oui, en fait, ouais. Diana, c'est la journaliste. Ce que je fais le matin en voyage, c'est que je lis le journal. Comme ça, t'as au moins pendant 5 semaines, tu suis l'actualité locale. Et forcément, ça te donne plein d'idées et des informations, en fait, quoi. Et il y a une de leurs journalistes d'investigation, en fait, qui avait fait une enquête autour des conflits d'intérêts entre les narcos qui étaient emprisonnés et les militaires qui les avaient emprisonnés. En fait. Et souvent, en fait, dans une prison de Bogota. Et évidemment, elle a commencé à voir que tout ça marchait très très bien ensemble, en fait, quoi. Et donc, elle s'est fait enlever, violer, et puis on ne l'a pas tuée. Parce que normalement, on lui met une balle dans la tête, mais là, on ne l'a pas tuée. On l'a laissée dans un fossé vivante pour qu'elle puisse témoigner. Mon héroïne, c'est celle qui a pris son job, parce que l'autre, elle est un peu en dépression, on va dire, après ce qui est arrivé. Et elle prend sa suite. Donc, une femme qui a plus de 40 ans, qui a du background et qui n'a pas froid aux yeux. Et elle, elle me permet à la fois de parler de l'histoire de la Colombie, comme le petit aspect qu'on vient de voir, mais surtout, elle est en quête, c'est la seule personne qui est en quête de vérité et qui est pour la justice. Donc c'est un personnage qui est droit et qui sait très bien qu'elle va au carton. Et l'autre, je me suis inspiré aussi d'un des multiples témoignages horribles que j'avais vus. Les paramilitaires arrivaient dans les villages, ils coupaient l'électricité pour qu'il n'y ait plus... déjà, créer un peu... Quand tu es dans le noir, déjà, tu as un peu peur. Qu'ils ne puissent pas prévenir qui que ce soit. Et là, il se met la terreur pendant plusieurs jours. Et il va sacrer des gens de manière un peu arbitraire et un peu beaucoup sauvage. Et donc, elle, c'est une des victimes, enfin, une des survivantes de ces massacres qu'il y avait dans les villages. Elle est devenue genre assistante sociale. Enfin, elle bosse avec les FARC, enfin les FARC qui ont déposé les armes. Moi, j'ai discuté avec un FARC, en fait, qui devait avoir 55 ans. Et lui était depuis les années 90, en fait, dans les FARC, dans les forêts, quoi. Et donc, dans les années 90, il ne connaissait pas l'ordinateur. Et lui, son job, en fait, c'était de dézinguer les hélicoptères de l'armée. Mais avec un tube à air comprimé. Et en fait, parce qu'en fait, c'est les lois de la physique. En fait, quand l'hélicoptère il est prêt à se poser, en fait, il s'appuie sur l'air qu'il y a dessous pour faire comme ça. Et puis en fait, si tu dégommes l'air qu'il y a dessous avec un truc, c'est comme si tu dégommes l'air, et là, paf, il tombe. Si vous voulez dégommer un hélicoptère, avec un gros point pistolet à bouchon, un truc comme ça. Mais alors, pour se recadrer, pour retrouver un job, après, c'est pas terrible, quoi. Et moi, je peux faire des... Bon, c'était un personnage qui permettait de parler aujourd'hui, c'est quoi les FARC quand ils déposent des armes, donc ça permettait aussi de parler du personnage d'Angel qui, lui, est un FARC qui sort de prison et qui se réinsère, qui essaie de se réinsérer, et elle, c'est sa formatrice, quoi. Enfin, ils vont tomber un petit peu amoureux. Oui. Non, mais il y a un peu d'amour quand même, il y a un peu d'amour, parce que là, j'ai raconté des horreurs, des gens qui se font découper, mais
Parce que s'il n'y a pas d'histoire d'amour, hein, encore une fois, je m'ennuie. Ouais, parce qu'autrement. C'est trop glauque. Ouais, c'est un peu glauque. Mais et encore, donc ce que tu disais, c'est que donc tout ce que tu dis, c'est vrai, et que t'es, je vais dire, en deçà de la vérité, enfin en deçà de. Et ce que disait d'ailleurs, parce que j'écoutais, il n'y a pas, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, Don Winslow, qui lui, alors Don Winslow, c'est un écrivain américain qui lui a écrit aussi beaucoup sur les narcotrafiquants, mais lui se situe au Mexique. Donc il a fait La Grippe du Chien, Le Cartel, et le dernier qui sort, là, un gros travail de documentation, mais au niveau de l'écriture, on trouvait que c'était vraiment très 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 bon. Poétise. Oui. Ah ouais, c'est marrant parce qu'en fait j'avais un peu peur, je parle sérieusement en fait, comme c'est un thriller, tu vois, j'ai l'impression que le thriller c'est un truc que je maîtrise, en fait c'est un peu des maths pour moi quoi. Tu vois, il y a plein d'intrigues, et j'ai l'impression de me répéter un peu, et du coup j'ai trouvé que dans l'écriture, parce que j'aime c'est l'écriture à part dessus tout, enfin j'aime voyager, faire des trucs historiques, mais ce que je préfère c'est écrire en fait quoi. Et comme ce personnage de Lautaro, il est un peu, il est sexiste, il est raciste, il est assez macho, donc enfin, il ne ressemble pas trop. Donc tous les chapitres avec lui, c'est sur un style assez Brutus, un peu quoi. Et par contre, j'ai trouvé tout de suite, hein, ça m'a fait une économie de temps. Donc, c'est le mec le plus loin de moi, soi-disant. Et alors, par contre, j'ai trouvé tout de suite lui. C'est pas l'heure de l'apéro d'habitude, tu dois pris. Merci Karine. Ah ouais, c'est passé déjà là. Merci Karine. Moi, je me souviens, les auteurs qui sont distants, et qui sont intellectuels, pas du milieu et tout. Ça aussi. Et puis en Bretagne, ça marche pas. Alors ça, c'est si j'ai fait des études, j'ai fait une rencontre avec un auteur un peu qui se prenait un peu comme ça, là, qui raboulait sur la question, mais qui n'était pas dans le voyageur. Ça le prenait jour, 300 personnes. Oui, je raconte une suite.